Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension souvent sur l'attribution de ce traffic brand. Le traffic brand, moi je le calcule pas, il est pour la brand. Si demain on me dit Nathan, il y a plus, je sais pas, on a fait moins de leads là en création de SASU, qu'est-ce qui se passe? Moi je peux aller voir en un coup d'œil. Ok, est-ce que mon segment trafic SASU il a baissé? Pas vraiment, ok, mais est-ce que les pages qui sont vraiment intéressantes d'un point de vue business ont baissé? Oui, non, et du coup, je peux donner des réponses très précises à mon management. Par moment, on peut avoir des surplus de trafic qui s'expliquent par des saisonnalités, je sais pas, la presse, il s'est passé quelque chose. Oui. Mais en fait, ce n'est pas du tout dû à un changement de performance SEO. La performance SEO, pour moi, elle se traduit vraiment au niveau de ta position. Et donc, si tu es 4e en ce moment sur Compte en ligne, bah c'est pas top, et du coup, il faut travailler là-dessus. Vraiment, ce qui fait la différence en référencement et en contenu, c'est comment tu angles un sujet précis. Comment tu le copyright même, j'ai envie de dire. C'est ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui pour être premier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, je reçois Nathan qui est Head of Organic Acquisition de Shine. C'est un épisode un petit peu particulier puisque d'habitude, on parle vraiment de tous les différents sujets du marketing, du growth, très axé sur la performance. Je trouve qu'on parle assez peu du sujet organique et c'est pour ça que je voulais faire un épisode dédié. Donc déjà, bienvenue Nathan, merci d'être là. Donc comme on le disait, toi tu es Head of Organic Acquisition chez Shine. C'est ça. Concrètement, qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce qui est intégré dans ton scope sur la partie organique? Je pense que c'est une dénomination qui est peu commune. On entend rarement Head of Organic Acquisition. Aujourd'hui, moi je suis arrivé chez Shine par le SEO à 100%. Je travaillais de concert avec un content manager. Quand il est parti, j'ai repris un peu la casquette SEO et content. Parce que, en gros, on travaille toujours avec le content quand on fait du SEO. Donc aujourd'hui, je m'occupe du SEO, je m'occupe de la partie écrite des contenus sur Shine et de la partie, ce qu'on va appeler des lead magnets, création de simulateurs, de templates de contrats, de ce genre de choses. Bref, de contenu un peu enrichi. Voilà, les trois grands piliers de mon poste aujourd'hui, SEO, contenu et on va dire contenu enrichi plus. Avec des bouts de nurturing, du tracking, on va dire une palette de compétences plus riche. Ok. Au niveau de l'équipe qui gère cette partie organique, du coup, ça veut dire qu'il y a une personne par pôle que tu viens de citer. Comment ça se passe? Alors, on est une petite équipe sur le papier, mais on travaille avec beaucoup de freelance. Aujourd'hui, on est 2 SEO. Enfin, il y a moi et un SEO officiellement. Et on va travailler avec 2 content managers en freelance. Et un panel de 10 rédactrices et rédacteurs qui ne font que de la pure production d'articles, sachant que les content managers, eux, vont avoir un rôle plus 360 de publication, relecture. Ils sont parfaitement formés à nos guidelines. C'est eux qui chapeautent qui sont un peu les garants de la qualité chez Shine. Ok. Donc pas de content en interne chez nous. Ok, intéressant. Et sur la partie contenu enrichi, c'est comme ça que tu l'avais appelé, pas de ressources dédiées? Pas de ressources dédiées, là encore des freelances. Alors, en l'occurrence, un freelance qui va nous aider à créer des simulateurs. Enfin, en gros, on peut lui donner un peu tous les types de missions. Il est parfaitement briefé. Il a accès à notre HubSpot, au logiciel qu'on va utiliser pour créer des contenus enrichis. Je ne sais pas si tu veux qu'on rentre directement dans le détail de ce qu'on va utiliser comme outil, mais on va dire qu'il est parfaitement formé comme s'il était chez nous. Ouais. Sauf qu'il n'est pas chez nous, il est en freelance. Et donc, tous ces outils, simulateurs, etc. Pour l'anecdote, j'ai failli monter un business de création de simulateurs, etc. Parce que je trouve que c'est une typologie de contenu qui est trop peu utilisée par les boîtes. Bref. Vous faites ça en no-code ou du coup, la personne qui fait ça, elle fait ça en no-code ou c'est directement un développeur Alors, on a aussi un développeur en freelance dans l'équipe qui gravite autour de nous, mais il va beaucoup plus travailler sur la partie création d'assets visuels pour le blog, des nouveaux modules, une nouvelle navigation. Bref, on va le concentrer sur la partie, on va dire, code web développement. Sur la partie outillage, quand on fait un lead magnet, on va utiliser des solutions déjà existantes. On va notamment utiliser sur la partie chatbot un logiciel qui s'appelle Landbot. Ouais. On va utiliser des modèles de contrats format PDF classique. On va utiliser des calculateurs Excel, un Google Sheet classique. On a vraiment une pluralité d'outils pour offrir du contenu un peu enrichi, quoi. Oui, mais du coup, vous êtes, de ce que tu dis, il y a quand même cette logique de
pas bidouillage, ça n'est peut-être pas au bidouillage, mais en tout cas de faire simple, faire efficace, faire pragmatique, voilà. On a vraiment les deux. En fait, on a cette partie Landbot qui est beaucoup plus complexe. On a fait des exonérateurs de CFE. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et chaque année, à la même période, tout le monde se demande comment en être exonéré. Il y a 7-8 exonérations possibles. Et donc, on a créé un simulateur beaucoup plus complexe qu'un simple calculateur G-Sheet ou ce genre de choses pour offrir un peu une expérience qui ne fasse pas bidouillage. Après, ça reste un lead magnet qui est créé sur un outil tiers comme Landbot. Donc, on n'a pas toute la main sur la partie design, on n'a pas toute la main sur les logiques. Mais moi, je trouve que le rendu est pas mal. Donc, franchement, Landbot, sur ce genre de sujet-là, c'est très puissant. Ouais. Je trouve qu'ils marketent d'ailleurs assez mal le fait qu'on est capable de faire ce genre de choses sur leur outil parce que c'est beaucoup plus puissant que ce qu'ils suggèrent en fait. Mais je me demande si la manière dont on l'utilise, on doit être à la marge dans leur panel de clients et j'imagine qu'ils l'utilisent plus pour de la FAQ ou du bot intégré, je sais pas, un peu intercom style quoi. Oui, totalement. Mais c'est vrai que c'est mal marketé alors que c'est un des outils les plus puissants que j'ai vu pour un prix. 100% d'accord. 100% d'accord. Au niveau des objectifs de l'équipe sur la partie organique, c'est quoi ? Parce que en fait, je pense que beaucoup de gens se disent que l'organique, ça a quasiment qu'une seule vertu, c'est la noto. C'est marrant, moi j'aurais dit l'inverse quand même. Après, dans l'organique, il y a de tout. Il y a des contenus qui vont être spécifiquement attribués à ce qu'on appelle l'awareness, la notoriété. On sait qu'on ne va pas convertir la personne sur un sujet qui est trop loin, on va dire. Alors nous, vu qu'on est un compte pro au moment de la bancarisation, si le sujet est trop loin ou après la bancarisation, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à convertir cette personne en client. Donc, on va dire que c'est de la noto. Quand on parle d'une feature produit, par exemple, c'est de la noto. Quand on parle de l'exonération de CFE, c'est de la noto aussi, d'une certaine manière. On arrive sur des sujets un peu fiscaux. Pourquoi est-ce que Shine en parle ? Parce que finalement, c'est une grosse préoccupation de nos clients et prendre la parole sur ces thématiques-là, ça nous fait connaître. Donc, il y a des objectifs noto, mais nous, on se concentre plus sur les objectifs, on va dire, business, d'une certaine manière. Aujourd'hui, ce qu'on regarde le plus, c'est même pas tant le nombre de comptes ouverts ou de création de sociétés qu'on peut faire avec Shine. Ça va plutôt être le nombre de téléchargements de lead magnet, ce genre de choses. Parce qu'on sait, après, on est capable de traquer toute la vie de l'utilisateur. Là où on est un petit peu aveugle quand même, quand la personne passe sur le site, en SEO, elle est repartie, elle revient 3 mois plus tard. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre deux. Donc moi, ce que je regarde le plus aujourd'hui, c'est combien de lead magnets je télécharge par jour et que deviennent ces gens qui ont téléchargé après, quoi. Et ça, on pourra y revenir un petit peu après sur comment on traque ces choses-là au travers de nos... Vas-y, ça m'intéresse. Et allons-y. Mais typiquement, dans un simulateur exonération de CFE, où plus récemment, on a sorti « Est-ce que l'auto-entreprise est faite pour vous ?» L'idée derrière, c'est de vendre notre service de création d'auto-entreprise. Et toutes les questions qu'on va poser à travers le Landbot, toutes ces questions, on peut les variabiliser, on peut en faire des propriétés dans HubSpot. Donc, à chaque fois que quelqu'un remplit un Landbot, on arrive avec une espèce de cartographie de tous ces choix. Et de ces choix-là, on en fait des propriétés. Et ces propriétés, on en fait des dashboards. Typiquement, alors je ne vais pas tout analyser, mais on aime bien poser le genre de questions. Quand est-ce que tu as envie de créer ton auto-entreprise ? Aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois, etc. Et derrière, on va faire circuler du nurturing plus ou moins shark, on va dire, en fonction des réponses. Donc, on va poser des questions sur la temporalité du projet. On va poser des questions sur combien de chiffre d'affaires tu as envie de faire, ce genre de choses. Combien de chiffre d'affaires tu projettes de faire, plutôt. On va demander les catégories d'activité. Enfin bref, le plus de data possible pour derrière nourrir un nurturing qui soit le plus efficace possible. Donc, moi, je ne vais pas jusqu'au nurturing. Aujourd'hui, quand je crée un simulateur d'exonération de CFE, je vais faire le premier mail. J'appelle ça le mail de delivery, quoi. On va donner la réponse. Ouais. Tu es exonérable, tu n'es pas exonérable. Le récap de ce que tu as pu faire. Et après, c'est l'équipe nurturing qui prend le relais, qu'on brief, parce que des fois, il y a des simulateurs qui sont plus ou moins complexes. Et qui va créer des faisceaux de nurturing ensuite pour convertir. Donc, il y a une équipe dédiée au nurturing qui ne fait pas partie de ta team. Exactement. Et en fait, c'est assez nouveau tout ça. On a commencé à partir de janvier 2024. Donc, on est complètement dans une phase de quel est le scope de qui. Parce que moi, j'avais besoin de faire le delivery mail pour pouvoir sortir
un simulateur, typiquement, c'est compliqué d'anticiper du nurturing sur un lead magnet qui ne va pas forcément fonctionner. Tant qu'on ne l'a pas sorti, tant qu'il n'y a pas de la data qui rentre et du flux qui rentre par le SEO, par le SEA, etc., en fait, on les fait tourner sur tous les canaux de distribution, d'acquisition, pardon. Et ben, tant qu'il n'y a pas de volume, en fait, on n'a pas envie de subir, entre guillemets, le coût de la rédaction d'un nurturing ou de penser à un nurturing parce que c'est assez lourd, mine de rien, comme projet. Ouais. Et plus tu as de variables, plus c'est... Après, l'idée, c'est de rester simple, en fait. Je pense que ça, c'était une des erreurs que j'ai pu faire au début, c'est de vouloir faire trop complexe. Ouais. Et maintenant, c'est 3 questions business max qu'on fait remonter dans des dashboards. Et après, la responsable du nurturing va regarder les dashboards. OK, on a du volume. Combien par jour? Combien par semaine de téléchargement? En moyenne, est-ce que c'est des personas intéressants pour nous? Et du coup, est-ce qu'on travaille à la fin ou pas là-dessus? Ok. Je reviens sur les KPI. Mhm. Donc, tu disais le nombre de téléchargements. Donc, ça, c'est vraiment ton Ouais. focus. Donc ça, c'est sur la partie contenu enrichi. Ok. Bien sûr. SEO. SEO, bah, le trafic, tout simplement. Ok. Donc le trafic, on va avoir plusieurs typologies de trafic. Il y a le trafic brand, qui est complètement indépendant Oui. de nos efforts. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension souvent sur l'attribution de ce trafic brand. Le trafic brand, moi, je ne le calcule pas, il est pour la brand. Donc je ne regarde que le reliquat de trafic. Ce trafic-là, on l'a catégorisé en différents segments. En l'occurrence, Shine, compte pro en ligne. Donc, on va avoir un segment compte pro en ligne avec différentes granularités d'analyse business. J'ai des mots-clés qui sont très business pour nous. Compte pro en ligne, banque pro en ligne, compte pro pour les TPE, ce genre de champs sémantiques-là. Et je vais avoir des champs sémantiques de plus en plus éloignés. C'est ce qu'en market, on appelle tofu, bofu, mofu, dans l'idée. Donc, je les segmente comme ça. Et après, je vais traquer 2 choses. Je vais traquer le nombre de visites et je vais traquer la position d'une page. Et pour chaque page, on va attribuer un seul mot-clé. On va dire que c'est le mot-clé référence. Notre page d'accueil qui se positionne sur compte pro en ligne, par exemple, elle a un seul mot-clé, on va dire guide, c'est compte pro en ligne, et on suit les variations. Et vu qu'on a beaucoup de pages sur Shine, on a 2000 pages, une page égale un mot, et après je fais des cohortes par famille. Par exemple, là en ce moment, on fait pas mal de SASU, on a sorti la création de SASU en ligne. J'ai des cohortes spécifiques sur la SASU pardon, je perds un peu le fil, mais je vais avoir des groupes de mots-clés uniquement SASU, et même dans ces groupements de mots-clés-là, je vais avoir création de SASU, gestion de SASU, liquidation de SASU, bref, je vais essayer de segmenter à la maille le plus possible. Et donc 2 types d'analyse, l'analyse trafic, que je vais extraire avec la Google Search Console, dans des dashboards automatisés, dans des G-Sheets, où je récupère toute la data automatiquement tous les mois, et ça me complète mes tableaux et mes dashs. Par famille, du coup, si demain on me dit bon bah Nathan, il y a plus, je sais pas, on a fait moins de leads là en création de SASU, qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux aller voir en un coup d'œil. Ok, est-ce que mon segment trafic SASU il a baissé? Pas vraiment. Ok, mais est-ce que les pages qui sont vraiment intéressantes d'un point de vue business ont baissé? Oui, non. Et du coup, je peux donner des réponses très précises à mon management sur ce qui se passe actuellement en SEO. Généralement, voilà, s'il y a une hausse, s'il y a une baisse, s'il ne se passe rien. Et on essaye d'être le plus granulaire comme ça, le plus granulaire possible. Et du coup, l'autre partie, j'en reviens à ce truc de début, on traque ça avec Monitorank. C'est un outil qui nous permet de suivre la position exacte du mot-clé en temps réel. Et parce que par moment, on peut avoir des surplus de trafic qui s'expliquent par des saisonnalités. Je ne sais pas, la presse, il s'est passé quelque chose. Oui. Mais en fait, ce n'est pas du tout dû à un changement de performance SEO. La performance SEO, pour moi, elle se traduit vraiment au niveau de ta position. Et donc, si tu es 4e en ce moment sur compte pro en ligne, bah, c'est pas top. Et du coup, il faut travailler là-dessus. Et je peux analyser mes cohortes comme ça avec des positions moyennes. Par exemple, en ce moment, je suis comment sur compte pro en ligne sur mon segment business. Bon, bah, j'ai une position moyenne de 4, pas mal. Qu'est-ce qu'on fait pour être premier, en gros? Et j'ai ça pour tout ce qui est vraiment important de suivre, parce que j'ai beaucoup de choses qui sont moins importantes, vu qu'on a produit pas mal d'articles. Oui, bah oui. Ok. J'espère avoir été clair. Ah non, mais c'est très très clair. Merci beaucoup. Je fais une petite parenthèse. Une question que je me pose. Ouais. Est-ce que, parce que tu mentionnais la saisonnalité, là c'est vraiment pour ma culture perso que je pose la question, mais pour moi, tu vois, la création d'entreprise, il peut y avoir un peu une espèce de saisonnalité liée aux bonnes résolutions. Complètement. Il y a un effet janvier, février, mars. Il y a un petit effet septembre aussi. Oui. C'est les gros moments de la créa. Ok. Mais Donc c'est vrai, ouais. Okay. Mais ça reste assez lisse quand même.
quand même, quand on prend la masse. C'est pas un énorme pic. Voilà, c'est pas comme ta période de Noël quand t'es un e-commerce, quoi. Oui, ou Black Friday. Ou Saint-Valentin ou autre. Faut aller le chercher un petit peu quand même, okay. parce que on reste sur des volumes. En fait, ça dépend. On parle d'auto-entreprise ou de société. C'est pas du tout les mêmes volumes. Sur l'AE, il y a beaucoup de volume, donc on peut voir des choses. Et sur la société, c'est quand même plus difficile de dire exactement quand est-ce que c'est. Ok. Ça dépend de pas mal de choses. Ouais. Mais bon, j'avais un peu cette intuition, tu vois, où je me disais, en fait, allez, cette année, je me lance. Il y a un peu ce truc-là. Ah, bah c'est sûr. Donc ça, vous l'observez. Je sais pas, mais je vais sûrement dire une bêtise, mais je pense que 80% des créations d'entreprises, c'est de l'AE, donc c'est du personnel, donc c'est des gens qui se lancent tout seuls. Et c'est souvent corrélé à un moment où on a envie de se lancer, donc le début d'année, parce qu'on on a envie de s'y Non, mais du coup, voilà, tu viens de me donner la preuve que l'intuition était bonne, donc c'est nickel. Je reviens sur mon KPI, encore une fois. Donc, sur la partie SEO, donc c'est plutôt la partie trafic. Sur la partie lead magnet, donc... nombre de téléchargements. Nombre de téléchargements. Voire d'usage, parce que, alors, c'est une petite subtilité, mais on aimerait bien sortir plus du free tool. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... À la HubSpot, par exemple. Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on conditionne l'obtention du résultat de ta simulation ou de ton téléchargement de contrat, on le conditionne à tu me donnes un mail en gros. Et ça, mine de rien, on le voit quand on analyse, on perd quand même pas mal de monde dans le flow. Donc pourquoi pas partir sur du free tooling un petit peu. J'ai vu ça, ils le font pas mal Finari sur calculette de taux d'intérêt composé. Et en fait, il n'y a pas de mail, c'est juste tu mets tes inputs, c'est cool, et il y a la marque et on te propose quelque chose. Donc là, on regardera d'autres KPI, KPI d'usage par exemple. Ouais, ok. Et après, donc, une fois que la personne est dans le funnel, tu regardes la suite ? Ouais, moi, alors, parce que j'adore regarder. J'ai jamais autant appris sur mon persona, sur les personas Shine que depuis que je fais du lead magnet. Donc, dans HubSpot, je vois qui a téléchargé quoi, ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont créé une autre entreprise après ou pas, quel type d'activité. Et donc, j'ai un espèce de knowledge client qui est énorme. Et donc, je m'amuse à faire des dashboards pour suivre ce qui se passe. J'adore savoir, par exemple, celui que j'aime bien, on a lancé un e-book sur les frais pro en SASU. On était dans la période déclarative des frais réels récemment. Donc, c'est grosse saisonnalité sur les frais SASU. On a fait un e-book plutôt pas mal, allez le télécharger. Mais en gros, quand il y a juste une question, c'est j'ai déjà une SASU, je souhaite créer une SASU, je suis salarié ou je ne sais plus quoi. Et en fait, je suis étonné parce que 50% des gens qui téléchargent le e-book n'ont pas encore créé leur SASU. Et ça, c'est le genre de données, de knowledge qu'on récupère qui est absolument énorme. En nurturing, c'est super parce qu'on peut proposer des rendez-vous sales, etc. Mais ça, c'est le genre de données qui est super sympa. Et je crois que j'ai oublié ta question de base. Qu'est-ce que tu regardes à la suite du funnel ? Et du coup, oui, je regarde vachement à la suite du funnel. Et maintenant, j'en suis même à écouter des call sales. Parce que je trouve ça passionnant, en fait. J'écoute les leads que j'envoie aux sales. Et ça me donne énormément de matière pour créer des nouveaux contenus, pour améliorer, on va dire, les V1 qu'on peut sortir. En fait, tu transformes ton trafic SEO en... C'est la vraie vie, en fait. Il y a quelqu'un qui a un nom, un prénom, une activité. Tu l'as entendu au téléphone avec ton collègue et il est devenu client ou pas, mais tu as une information que tu as nulle part ailleurs. Et ça, quand on fait du content, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais du coup, tu as plutôt de la data quantitative en début de funnel sur trafic, téléchargement, et de la data qualitative à la suite du funnel. C'est ça. En fait, la data qualitative, j'ai du quantitatif parce que je regarde le nombre de téléchargements, je vois ce qui se passe, est-ce qu'il y a des problèmes ou pas, sachant que la plupart de mes lead magnets ont nativement été pensés pour le SEO. Donc, j'ai déjà le trafic sur mes articles, je sais qu'il va y avoir du téléchargement et après, on essaye de travailler avec les autres équipes pour en faire une réussite sur leur levier à eux. Mais j'ai principalement du SEO et du coup, comme mon SEO va moins bien, j'ai moins de téléchargements. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie quanti, mais sur la partie quali, c'est plus vraiment pour le nurturing, nous pour le knowledge, et surtout pour déclencher en fait tous les mails, les rendez-vous sales, etc. Tu es obligé d'avoir de la donnée quali pour avoir le bon trigger dans le CRM en gros. Ok. Dans les piliers du organique que tu as mentionné, tu n'as pas mentionné le social. Alors moi, je ne suis pas du tout en charge du social. C'est vraiment une équipe à part. Qui est dédiée au social. Qui est dédiée au social, pardon. C'est l'équipe brand et c'est elle qui va gérer tous les leviers de réseaux sociaux. Après, on travaille énormément avec cette équipe.
parce qu'on en fait pas mal d'actu. Alors, peut-être que je dérive un peu, mais... Non, mais ça m'intéresse. J'allais te poser la question sur comment tu travailles avec les autres équipes et tout. Donc, Et ben en fait, je travaille un petit peu avec toutes les équipes parce qu'on a différents types de contenus. Je le mentionnais en tout début de podcast, il y a le contenu product, la nouvelle fonctionnalité sur Shine qu'on va publier sur le blog, etc. Donc, nous, on est en charge de faire les intégrations. C'est même notre content manager qui va relire un petit peu, s'assurer que tout va bien, ajouter les CTA, enfin bref, faire toute la mise en forme. Il y a le contenu brand pur et dur qui va être produit par... ça peut être des gens de Shine, ça peut être des interviews, ça peut être plein de choses. Et là, pareil, on va être surtout au moment de l'intégration, en gros, dans le site. Et on va beaucoup plus collaborer sur des formats type actualité. Ouais. C'est quelque chose qu'on a lancé, pareil, en début janvier, qui marche vachement bien. C'est l'augmentation des cotisations sociales fin juillet qui sont prévues. Et nous, on essaye toujours, enfin, en tout cas, on essaye de plus en plus d'être vraiment très réactif du jour au lendemain pour aller donner de l'actu. On peut s'en servir en nurturing sur notre base client, c'est très apprécié. Nous, ça nous fait pas mal de trafic organique en SEO parce qu'on est dans la partie... Enfin, on n'est pas encore dans Google Actu, j'aimerais bien, mais on rank, en fait, tout simplement sur augmentation de cotisation sociale en 2024. Et après, on fait le relais. Enfin, en gros, on a tout automatisé pour que dès qu'il y a une news qui se publie, ça soit récupéré par l'équipe brand. Et après, ils en font un peu ce qu'ils veulent parce que toutes les news, on n'a pas forcément envie de communiquer sur LinkedIn, Twitter, forcément à chaque fois. Donc, elles font un petit peu leur tri et après, elles font un peu comme elles veulent pour le relais. Voilà un peu la principale collab qu'on a avec... équipe paid. Équipe paid, ça va être de plus en plus. Comme je te disais, du coup, on a lancé la partie lead magnet en janvier. Là, on commence à vraiment être rodé et on va surtout travailler avec eux en amont, c'est-à-dire on a cette ressource, je sais pas, un modèle de contrat par exemple. On a un article, c'est modèle de rupture conventionnelle. Ça fait beaucoup trop de visites. Et ça fait beaucoup trop de visites. Peut-être qu'on pourra revenir sur comment j'ai choisi mes sujets aussi plus tard. Mais si demain on devait créer un lead magnet là-dessus, il y aurait un template à télécharger. Et typiquement, ce qu'on va faire, c'est on va voir l'équipe paid, on va expliquer, on va leur donner la landing page, on va tout pré-mâcher pour eux, on va juste leur expliquer vraiment concrètement à quoi sert ce lead magnet et comment eux peuvent venir en complément. Si je reprends mon exemple de Free Processus qui est live aujourd'hui, on a 2 articles qui se positionnent top 1, top 2, top 3, je crois, enfin, dans le top 3. Ça serait dommage pour le paid d'aller mettre du budget sur la partie article, c'est-à-dire d'être 3 fois sur les 4 premiers résultats. Et du coup, ça va être de dire, venez en complément, poussez directement la LP de téléchargement, ayez un wording complémentaire du genre, téléchargez dès maintenant notre e-book et laissez à ceux qui veulent profiter un petit peu de l'article l'occasion d'aller sur l'article avant de télécharger dans le contenu la ressource. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Le prochain sujet, mais du coup qui est en transition aussi avec ce que tu disais, je pourrais peut-être expliquer comment je choisis mes sujets. Tu vois, ma question c'est, un des gros challenges du contenu et notamment sur la partie SEO, c'est trouver le bon équilibre entre quantité et qualité. Comment arriver à faire les deux en fait, tu vois? Comment faire ça? Et du coup je pense que c'est directement lié aussi au choix des sujets, etc. Mais vous, comment vous vous y prenez? Je pense que Shine, c'est un peu une spécificité parce que j'ai toujours eu tendance à en faire un peu trop. C'est quelque chose que je me reproche, que je ferais peut-être différemment dans mes prochaines boîtes. Mais historiquement, moi, j'ai commencé à bosser chez Le Lynx, où on faisait beaucoup de contenu. On avait 3 journalistes en interne, où on publiait 3 brèves tous les matins, plus un contenu froid l'après-midi, en gros. Donc, je viens d'un monde où on produisait beaucoup de contenu.
Donc je viens de ça. Et après, je suis arrivé chez Easy by EDF, où du coup, j'étais un peu plus responsable SEO et j'étais en charge vraiment de la strate de contenu. Et en fait, en arrivant dans le monde du travaux, je ferai le pont après, Je te fais confiance. mais le monde des travaux en ligne, en fait, il y a un nombre de contenus potentiels qui est quasiment infini, en fait. Ouais. Entre la plomberie, l'électricité, le nombre de problèmes à adresser en tant que marque Oui. est absolument colossal. Et on s'est retrouvé à produire 200 contenus par mois. Et on avait tout un système, tout un process pour le faire. Ce process-là, on l'a amélioré. Enfin, je l'ai importé chez Shine. Donc, chez Easy by EDF, je travaillais avec 20 freelances en temps réel sur un document partagé. Peut-être qu'on en reviendra un peu plus tard. Mais du coup, j'ai importé ces méthodes-là où j'ai vu des résultats absolument phénoménaux en fait, en produisant du bon contenu. Parce qu'en gros, les gros piliers du référencement, ça va être ta notoriété, la partie un peu netlinking qui parle de toi, etc. La partie contenu, est-ce que le contenu que tu adresses est pertinent par rapport à ta cible de marque? Et après, tu as un peu le pilier technique, c'est est-ce que ton site juste il est OK pour que Google le rank et s'intéresse à lui. Et sur la partie contenu, en fait, quand tu as la technique et la brand, ce qui est le cas chez Shine, et le contenu rank tout seul et ça te fait vraiment du trafic gratuit. Alors pas gratuit, on en reviendra aussi, mais du coup, j'ai un peu importé ça. Et du coup, pour moi, il n'y a pas de mauvais contenu tant qu'on est dans le scope de contenu adressable pour ta marque. Et en l'occurrence, sur la partie compte pro, c'est très compliqué de vendre un compte pro parce que déjà, tout le monde ne sait pas qu'il faut un compte pro. Si je prends les auto-entrepreneurs, même les sociétés, maintenant, beaucoup de gens passent par des legal tech, etc. C'est pour ça que Shine a développé ce service-là. Mais au moment où tu crées ta société sur Shine, par exemple, on va te dire il te faut un compte pro pour faire le dépôt de capital. Et en fait, c'est ce moment-là qui est absolument clé pour nous, qu'il faut aller chercher. Donc ça, c'était le premier knowledge à avoir en tête avant de construire sa strat. Et le deuxième point, c'est purement lié à la banque, mais j'imagine que c'est vrai aussi ailleurs, c'est que le client est très fidèle. Il part très peu souvent pour la concurrence, à part si vraiment tu n'arrives pas à adresser un besoin de nombre de virements ou autre. Il changera de banque que s'il y a une liquidation dans 3 quarts des cas. Donc on perd des clients quand ceux-ci ferment leur société, ce qui est assez logique. Donc mon persona, c'est tout ce qui se passe avant ce fameux moment du dépôt de capital. Et ça commence... Alors, en fait, on a plein de personas dans la banque. Tu vois, même on a le persona auto-entrepreneur, mais chez les auto-entrepreneurs, on va avoir du livreur, on va avoir du bâtiment, donc c'est déjà plus les mêmes. Je vais avoir de l'infirmière libérale, je vais avoir du freelance, web designer, ce genre de choses. Donc, j'ai une multiplicité de personas qui est absolument énorme. Et je ne sais plus où je voulais en venir, mais en gros, je suis parti du postulat qu'à partir du moment où on pense à quitter sa boîte, c'est potentiellement le moment où on pense à créer une entreprise, se lancer. Et donc, les premiers contenus, on va dire les plus... top of funnel, ça va être modèle de rupture conventionnelle, ce genre de choses. Comment toucher son chômage en lançant son AE, ce genre de choses. Et puis après, je vais faire tous les sujets possibles. Tous les sujets de l'AE, le chômage, la retraite, comment se lancer, les démarches, c'est quoi un cabis. Après, je vais traiter tous mes personas sociétés. C'est quoi une SASU, le guide de la SASU, comment créer une SASU en 4 étapes, est-ce que je peux créer une SASU gratuitement, c'est quoi le prix de création d'une SASU. Bref, je vais vraiment tacler tous les sujets possibles qui, dans mon scope, arrivent avant le dépôt de capital, avant la bancarisation. Parce qu'après, on va quand même en faire. Mais on va dire que c'est 10% de notre production. Ce qui vient après, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'aller faire switcher un client. On pourra le faire switcher sur des contenus très experts, sur des gens qui ont des besoins très spécifiques. Par exemple, j'ai besoin de faire des virements à l'international. Je me suis rendu compte que mon compte pro actuel, il n'est pas bon. Donc, je commence à me renseigner, c'est quoi un virement international, comment ça fonctionne, qui fait ça. Et là, ça serait bien d'avoir du Shine parce qu'on le fait et parce qu'on a envie qu'ils viennent pour cette feature. Mais on est déjà plus à la marge. On est sur un persona connaisseur. Et en fait, ce persona connaisseur, souvent, c'est aussi le patron de sa boîte. Donc, ça reste des AE. Ce n'est pas le segment de clientèle sur lequel, aujourd'hui, où on a envie d'aller, c'est plus TPE, PME. Donc, voilà. Donc, ça suit beaucoup... le customer journey de je suis salarié et j'envisage un petit truc jusqu'à OK, j'ai effectivement mon compte et mon business qui tourne, quoi. En fait, tu as vraiment listé toutes les étapes mentales par lesquelles la personne elle passe
Donc voilà, t'as fait en sorte d'avoir le bon contenu à chaque étape. C'est ça, et ça a été une vraie entre guillemets prise de tête de construire toute la catégorisation de ce site-là, parce qu'on avait tellement de sujets à adresser. Les aides financières pour créer son entreprise. Ok, les aides par région, aide en Normandie, aide machin, etc. Et ça marche trop bien. Tu tapes aide entreprise Guadeloupe, aide entreprise Normandie, il y a Shine qui pop juste après le site de la région. Tu sais que tu as du bon persona. C'est peut-être un petit peu early, mais vu que vous travaillez sur le nurturing, etc., derrière, vous savez que a priori, voilà, vous serez top of mind. Justement, l'objectif de ces lead magnets, c'est de couvrir le plus possible de trafic nativement généré. On n'a pas un lead magnet pour tous nos contenus encore. Donc aujourd'hui, quand tu arrives sur aide entreprise en Normandie, tu n'as pas le petit contenu qui fait qu'on a l'email, etc. Mais là, on est plus sur de la noto. J'ai vu Shine pour une première fois. Et le jour où je vais réfléchir à créer ma boîte, me bancariser, j'aurai le choix, j'irai sur un comparateur en ligne, je verrai Shine, Conto, Finom et je ne sais qui d'autre. Et il repensera peut-être à Shine à ce moment-là. Ok, je vois. Très bien. Donc là, on est plus sur la partie noto. Et en termes de contenu, ça va très loin. Comment ouvrir un restaurant, comment ouvrir une pizzeria, comment ouvrir une poissonnerie, enfin ce genre de choses. Et en fait, c'est très niche. Alors, ça fait beaucoup de visites, c'est assez drôle. Mais on est quand même sur des personnages assez intéressants. On sait qu'ils vont passer à l'action. Clairement. Clairement. Voilà. Ok, super intéressant. Je reviens sur mon point sur le mix qualité-quantité. Pour faire ça, comment est-ce que... Enfin, j'imagine qu'il y a aussi un enjeu de staffing. Donc, je crois que tu disais au début, vous avez 10 freelance rédacteurs, c'est ça ? Alors, on a créé ce qu'on appelle une machine à contenu. Donc, moi, je suis arrivé avec ce concept-là qu'on a beaucoup amélioré avec le content manager de l'époque que je salue. Théo, salut. Je sais que tu vas regarder. Mais en gros, on a... en fait, pour faire de la qualité en quantité, il faut donner de la liberté à ton rédacteur. Si tu commences à gérer des briefs à la main que tu envoies par mail à tous tes rédacteurs un par un, en fait, tu vas te faire du mal toi-même en tant que gérant de tout ça parce que ça va te faire un flot d'informations qui est énorme. Du coup, le concept de la machine à contenu, c'est vraiment tu crées les contenus, enfin, tu vas rédiger du contenu pour nous que tu vas choisir au sein d'une liste qui est prédéfinie et il n'y a pas de condition de quantité. C'est-à-dire que si tu as envie de faire 3 articles par mois, tu fais 3 articles par mois. Si tu veux en faire 0, tu en fais 0. Si en ce moment tu es chaud, tu as envie d'en faire 15, tu en fais 15. Donc en gros, on fonctionne en trimestre. Tous les trimestres, on envoie, tout ça c'est via un Airtable. Nous, on a une base de données Airtable où on met tous nos sujets. On prépare tous ces sujets. Donc en gros, là aujourd'hui, on fait 90 sujets par trimestre. Donc en gros, à peu près un article par jour. Donc attends, quand tu parles de sujets, c'est pas des keywords, hein, c'est vraiment des titres de sujets. Voilà, ok. En fait, on limite le risque que... En fait, si tu donnes juste le mot-clé, il y a un risque de mauvaise interprétation de l'angle. Tout à fait. Et vraiment, ce qui fait la différence en référencement et en contenu, c'est comment tu angles un sujet précis, comment tu le copyright même, j'ai envie de dire. C'est ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui pour être premier. Donc nous, on envoie 90 sujets où il y a déjà le titre, il y a un petit brief à chaque fois, il y a tout un tas d'informations, il y a le nombre de mots, il y a la future catégorie. On essaie de rendre le truc le plus riche possible. On les intègre dans un Airtable et eux ont un système d'interface où il y a une liste et ils peuvent cocher les articles qui les intéressent le plus et ils vont les rédiger pour nous et ils vont nous livrer après avec tout un système d'interface sur Airtable. Et donc vraiment, ce qui nous permet de faire de la qualité et de la quantité en même temps, c'est d'abord ça, c'est cette philosophie de... dans mon réseau de rédacteurs, j'ai des juristes par exemple. Ils sont beaucoup plus affinitaires avec des contenus, comment créer sa SASU par exemple. Oui. Donc, ils vont automatiquement plutôt choisir ces sujets-là où ils sont bons, ils vont rédiger vite. Donc, pour eux, c'est un bon deal. Et à l'inverse, je vais avoir des gens plus spécialisés sur l'auto-entreprise, sur des sujets tout type de sujets. Et le fait de ne pas mettre de pression au résultat, c'est-à-dire ce mois-ci, tu m'en fais 5, et bah pareil, en respectant leur rythme et leurs affinités, déjà, tu te garantis une grosse qualité. Et après, le deuxième secret, c'est la partie formation. En fait, quand moi je suis passé de Easy by EDF à Shine, j'ai importé les meilleurs, en gros. Chez Easy by EDF, j'avais 20 rédacteurs, j'ai gardé les 5-6 meilleurs, on en a recruté quelques autres aussi depuis. Mais en fait, c'est tout simplement de l'humain. Il y a vraiment des gens qui bossent super bien, le contenu. Nous, on fait pas du tout d'IA. On pense que chacun a sa patte et on cherche vraiment des gens qui écrivent bien et qui connaissent a priori des sujets. Donc, on a quand même pris des gens qui sont capables qui
qui ont des backgrounds juridiques Oui. sur nos thématiques, etc. Et il y a tout un système de formation. Quand tu commences à travailler pour nous chez Shine, en fait, tu as des formations de base, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 heures, on va te dire, voilà, en SEO, on fait les liens internes comme ça, on met le gras comme ça, on fait comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, ce qui est très théorique. Regarde, ça, c'est les articles qui marchent super bien, dont on est super fier et dont toi, tu dois t'inspirer pour le livrable final. Et en gros, pendant 5 articles, on va rien dire. On va les payer, les articles, même s'ils sont pas bien. On te laisse 5 articles et on voit comment tu as digéré l'information, ce qu'on t'a donné. Et après ces 5 articles-là, c'est toujours pas fini. On fait un premier vrai audit. On prend le temps, on prend 1 heure, 1 heure et demie par personne. Et regarde, là, je pense que sur ce point-là, tu aurais pu faire mieux. Sur ce point-là, tu aurais pu faire mieux. Par contre, là, tu as fait bien, etc. En fait, il y a un vrai... en fait, c'est de la formation, quoi. Ouais. Mais on laisse le temps aux gens de faire des erreurs parce que ça nous permet de voir tout de suite ce qu'il faut corriger avec la personne. Par exemple, sur tes 5 articles, l'intro, elle n'est pas catchy, elle n'est pas comme nous, on aime bien. Bon, on va souligner ce point-là particulièrement. Là, les liens internes, tu les fais pas de la bonne manière, entre guillemets. En fait, on voit la récurrence des problèmes et du coup, on peut vite agir. Et après, il y a un deuxième audit au bout de 10 et là, on définit si on travaille ensemble sur du long terme. Et une fois que tu es un peu dans le réseau, on te fait confiance a priori. Oui. Et on va Oui, tu as fait tes preuves, C'est let's ça. go, quoi. C'est ça. Donc ça, on va dire, c'est les formations individuelles pour chaque rédacteur. Et après, tu as des formations plus globales. Donc, il y a une formation brand. J'allais poser la question. Comment on parle de Shine? Shine, c'est une marque qui est très forte. Écriture inclusive, ça, c'était un challenge, par exemple, pour travailler avec les freelances. Tous n'ont pas forcément l'habitude. C'est politisé. Enfin, il a fallu faire en sorte qu'on puisse le faire. Tous les sujets RSE, écologie, etc. Il y a des contenus que je n'ai pas pu publier, par exemple, et des contenus qu'on fait exprès, qu'on publie exprès, entre guillemets, pour être un petit peu dans ce pour affirmer quelque chose. Pour affirmer quelque chose. Il faut que nos rédacteurs aient toujours ces 2 gros aspects-là dans leur rédaction, RSE, brand et expertise, pour avoir un contenu qui soit shine, quoi, en gros. Ok. Donc ça, c'est des sessions collectives. Par exemple, tout notre réseau de rédacteurs a fait une fresque du climat avec notre responsable RSE chez Shine. Ah ouais, ok. Et c'est pas mal. Oui, c'est des externes, mais vous les embarquez dans votre culture interne. Complètement. Et c'est ce qui fait franchement la diff. Il y a des rédacteurs avec qui je bosse depuis 4 ans. Oui. En même temps, c'est des gens qui vont parler de la marque. Bah, bien sûr. Donc, le fait qu'ils parlent de la marque, c'est quand même hyper important, effectivement, qu'ils comprennent la culture, et le meilleur moyen de comprendre la culture, c'est d'en faire partie. Bien sûr, et puis alors, le seul problème à cette manière de faire, je dirais, c'est la mise en avant du produit foncièrement. Oui. Je pense qu'on produit un très très bon contenu, mais pour mettre en avant ton produit, si tu n'es pas in-house, c'est quand même compliqué. Ouais. Si tu n'es pas PMM, Product Management Marketing, c'est compliqué quand tu connais pas le produit d'en parler comme si c'était le sien. Je donne un exemple, mais nous, on a un logiciel de facturation qui est super. Bon, bah, si tu fais jamais de facture, que tu connais pas le produit, c'est quand même dur d'être enthousiaste quand dans l'article où c'est intéressant d'en parler, tu vas dire, bon, bah, Shine a un outil de facturation. Et il est bien. Oui. mais quand tu connais ton produit, c'est en mode, ah, mais en plus, nous, chez Shine, on traite les facturations comme ça, on a cette manière de faire parce qu'il y a cette problématique que tu connais. Et nous, on y répond. Ouais. J'ai quelques références en tête de marques qui le font super bien. Une boîte qui s'appelle Kinsta. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un hébergeur WordPress américain. Okay. Allez voir leur contenu. Bon, c'est très spécifique à l'hébergement type WordPress, mais je suis devenu client parce que dans le contenu, ils arrivaient à vendre la marque et c'était incroyable, quoi. Ok, intéressant. Donc, je dirais que c'est là où on briefe quand même les gens. On a donc tous ces rédacteurs qui nous fournissent la matière première. Toute cette matière première remonte à notre content manager en charge de la publication. Et cette personne, elle est particulièrement formée sur la marque et sur le copywriting. Elle revoit pas mal les intros. Elle fait en sorte que ça soit qu'un article qui est déjà bon soit excellent. Ouais. Et c'est un peu notre tampon garanti à nous de ça se passe bien. C'est elle qui va nous remonter les différents problèmes, des idées d'amélioration, etc. Et donc elle est particulièrement formée et c'est elle qui publie officiellement dans le CMS l'article. Ok.
as mentionné un petit peu déjà certains éléments concernant le process. Donc, Ouais. tu as parlé du Airtable. Ouais. Bon, tu as parlé du recrutement et de comment vous onboardez les gens dans la culture. Mhm. Il y a la partie Airtable où du coup tu disais comme quoi c'est vous qui sélectionnez les différents sujets, etc. Les gens, ils ont juste à se positionner dessus. Ouais. La partie, donc il y a la partie rédaction. La partie, donc la personne qui s'occupe du content management va s'occuper, donc ce que tu viens de dire, l'intro publiée dans le CMS. Tu vois, si on fait le Ça, parcours. Voilà, c'est ça. Ça a l'air assez simple. Derrière, il y a quand même pas mal de villages, on va dire, dans la partie interface de Airtable. On a rendu ça assez smooth. En fait, on s'amuse à ajouter plein de petites fonctionnalités du genre, on a une discussion avec l'équipe PMM. Pour le prochain quarter, ils aimeraient bien qu'on parle un petit peu plus de facture. Bah, nous, on a 5 lignes qui correspondent à 5 sujets sur la facturation. On a des systèmes pour notifier automatiquement dans le channel Slack la personne qui a fait la demande de contenu, par exemple. C'est ce qu'on a fait avec les actus. On a plein de... Oui, pour montrer que les sujets sont traités. C'est ça, que les sujets sont traités et que eux ils puissent avoir un retour sur leurs demandes. Ouais. On a des dashboards de suivi de production. On sait exactement tous les jours combien on produit. Quel est le stock de sujets qu'on n'a pas encore publié, combien de publications par jour, combien d'actualités par jour, tout ça dans Airtable, c'est pas mal. Et surtout, avec Airtable, le fait de bien organiser son contenu, surtout quand on en a beaucoup, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. On a bientôt terminé à labelliser les articles par score business. C'est-à-dire qu'on prend tous les articles et on les note de 0 à 5. Est-ce que c'est business, pas business ? Et ça va nous permettre de prioriser des lead magnets, d'aller travailler en profondeur, le fait de pousser le produit sur ces pages-là, par exemple. Quand tu dis le score business, c'est vraiment, est-ce que l'intention qu'il y a derrière, c'est une intention de conversion ou c'est juste de l'information ? C'est ça. Ouais. C'est ça. Par exemple, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un compte pro quand on est auto-entrepreneur ? Score 5. Parce que si la personne se pose la question, c'est que déjà, il commence à gagner un petit peu d'argent. Tu le mettrais en 5 ? Moi, tu vois, je mettrais plutôt en 5. Comment ouvrir un compte pro ? Mais alors, ça, c'est assez spécifique au compte pro. C'est le compte pro, il y a très peu de questions autour Ah ouais, ok, intéressant. Il y a assez peu de questions en termes de volumétrie, quoi. Évidemment, ces sujets-là sont adressés, mais il y a très peu de volume. On arrive au compte pro surtout par le comparateur. Ok, intéressant. De ce que j'ai pu regarder, si tu tapes compte pro en ligne, tu as un Moneyvox qui peut être là. C'est un comparateur en ligne. Donc l'intention, elle est très sur je compare les différentes features, mais pas forcément de comment ça fonctionne, le virement pro. Je pense qu'il y a un peu une méconnaissance. Enfin, il y a une grosse partie des gens qui ne se posent pas de questions en fait autour du produit. Ils regardent beaucoup le prix, combien ça coûte, est-ce que c'est gratuit, pas gratuit, est-ce que par exemple, j'ai un business, je dois faire des virements internationaux. Est-ce que ce compte pro, il fait des virements internationaux ou pas ? Et il filtre un petit peu. Vraiment la logique comparateur, c'est ça. Okay. Et c'est beaucoup du branding aussi. Beaucoup du branding. Donc, Shine vs Conto, en gros, quoi. C'est les deux gros mammouths du marché. Mais en tout cas, le score business, ça dépend. Comment créer... quel est le prix d'une SASU, par exemple ? On a mis ça en 5. Ça, oui, ça, je suis d'accord. Parce que quand tu commences quand tu as ce type de considération, c'est que tu es sur le point de craquer, quoi. Je suis d'accord. Et pour le coup, tu vois, même nous, chez Bulldozer, même quand on travaille avec nos clients sur la partie SEO, etc., on a aussi un Airtable avec les sujets, etc. Enfin, tu vois, tout ce que tu décris, je pense que beaucoup le font, mais complètement. C'est trop pratique. Et on a une colonne, effectivement, score business, de 1 à 5, exactement comme vous faites. Bah oui, ouais. Et après, du coup, on rentre dans le débat de est-ce que ça c'est du 5, est-ce que ça c'est du 4 parce qu'après il faut prioriser, tu vois. Bien sûr. En fait, ça reste subjectif, mais c'est pas très grave parce que si tu as fait ce travail, sur tous tes articles, tu as une espèce de cohérence. Et si j'en reviens au suivi de mes mots-clés, suivi de mes performances, moi je peux isoler du coup toutes ces URL Business 5. J'en fais une cohorte spéciale où je regarde l'évolution de mes sujets blog les plus business, quoi. Puis en fait 4 ou 5, je veux dire, c'est pas très grave. c'est pas très grave. Tu vois bien que c'est pas pareil que 0 et 1. Et puis du coup ça permet surtout, tu l'as mentionné rapidement, mais ça permet surtout d'identifier les contenus sur lesquels il va falloir aussi que tu ailles te concentrer pour déclencher de la conversion. Ah tiens, là il y a une opportunité de lead magnet, là il y a une opportunité d'aller laisser un comparateur, de mettre un lien vers le comparateur, etc. C'est peut-être pas là-dessus que tu vas concentrer, c'est pas sur les 0,1 que tu vas concentrer tes efforts à faire le e-book à télécharger ou ce genre de choses, quoi. C'est clair. Et j'irai même plus loin. Au-delà, c'est vraiment, ok, aujourd'hui on doit générer plus de SASU
quelles sont toutes mes URL SASU, c'est quoi les scores business, et comme tu disais, prioriser. Et on va créer des lead magnets, on va refaire le contenu. Enfin, on va vraiment aller en détail en fonction de ce score-là. Oui. Et on va encore, entre guillemets, plus loin, mais on essaye de renseigner pour chaque article. OK, on a poussé quoi sur cet article? Parce qu'il y a des articles, on va vouloir pousser du produit, parce que ça s'y prête bien. Parfois, on va plutôt vouloir pousser du lead magnet. On a différents modules de conversion. On travaille beaucoup là-dessus. Par exemple, on a créé un petit CTA qui est sticky sur mobile. Quand tu scrolles, à partir de la moitié de l'article, tu as un petit truc qui pop. Est-ce que tu veux créer ta SASU? Est-ce que tu veux prendre un rendez-vous avec un sales? Est-ce que tu veux télécharger ce lead magnet? Donc, on doit faire un peu des arbitrages comme ça. Et ça nous permet de suivre où est-ce qu'on a diffusé telle ou telle ressource. Enfin, en gros, qu'est-ce qu'on fait en conversion pour un article donné? Ça nous permet de faire des cohortes, de suivre un peu le truc après, quoi. Super. Ok. Tu mentionnais que du coup, vous n'utilisez pas l'IA. Non. Même sur du brainstorming d'idées, d'identification. Ah si, alors oui. Quand même. Je pense que quand même, l'ADN du contenu, c'est vraiment cette phase d'idéation. Nous, elle nous prend à peu près 15 jours par trimestre. On va parler de quoi en fait? On va parler de quoi? Donc, on prend un petit peu la température auprès de toutes les équipes. Ok, j'ai ces grands sujets-là, il faut absolument les traiter. Puis moi, j'ai un peu mon run, j'ai un peu ma vision, etc. Et il y a d'abord la connaissance client, parce que ce dont je te parlais, les calls, quand tu écoutes des écoutes sales, ta propre data dans la Google Search Console, tu as tellement de mots-clés qui remontent. Quand tu as 1700 articles et que tu fais 15 000 visites par jour, tu es en mode OK, j'ai trop de data en fait. Ouais. Donc tu as cette source-là, tu as évidemment les concurrents. Nous, on a regardé allègrement sur la partie juridique, on a regardé sur Legal Place, Legal Start, Capitaine Contrat, etc. Et puis surtout que eux ont commencé par là et vous arrivez. Du coup, en fait, vous avez l'historique de eux à aller regarder, quoi. Ils ont quand même bien pensé la niche. C'est clair, ouais. Sachant que la niche Legal Tech, elle est quand même là depuis 5, 6, peut-être même 10 ans. Ouais, je pense. Donc, ils connaissent bien leur sujet. Tu vois un peu, tu vois vite quels sont les sujets importants pour eux aussi. Donc, c'est important pour nous. Et l'IA, ChatGPT, c'est trop bien pour trouver des idées. On s'amuse à lui donner toute notre base de données Airtable. En gros, voici tous les sujets qu'on traite sur Shine. Donne-moi des idées sur les sujets qu'on n'a pas encore traités. Ouais. Et il y a à boire et à manger, mais souvent, il y a des sujets... c'est pas mal, quoi. Ouais. C'est pas mal parce qu'il va chercher sur des forums un peu lointains, sur des Reddit, sur des choses comme ça. Et c'est vraiment cool pour l'idéation. Attention, parce que des fois, il hallucine et du coup, le sujet a l'air tellement bien que tu as l'impression qu'il existe, mais en fait, il n'y a pas de sujet. Mais ouais, c'est pas mal. On l'utilise pas mal l'IA pour ça. Ouais. Pas mal. Voilà. Bien sûr. Par contre, sur la rédaction, vous l'utilisez pas? Sur la rédaction, on n'utilise pas. On pourrait, mais en fait, ça marche bien comme ça aujourd'hui. Non, après, tu vois, ce que je me disais, c'est que, tu vois, typiquement, quand tu as mentionné l'écriture inclusive, je me suis dit, faire passer... Enfin, je peux comprendre que ce soit un peu galère d'écrire voilà. Je veux dire, moi, si jamais j'étais dans ce cas-là, bon, effectivement, j'ai pas le réflexe, etc. J'écrirais mon article, je le mettrais dans ChatGPT en disant, tu me l'aurais écrit avec l'écriture inclusive. En fait, ça serait fait, tu vois. Écoute, je me garde ça comme idée. J'y avais pas pensé. C'est vrai? Non, mais tu vois, moi, je me disais, moi qui y pense pas du tout, machin, bon, te prends pas la tête, écris ton truc, mets-le dans ChatGPT. Voilà la règle de l'écriture inclusive, tu vois. Et j'y avais pas pensé parce que c'est pas vraiment un sujet, c'est pas vraiment une problématique parce que les rédacteurs du coup, ils sont formés et la rédactrice en chef est formée aussi. Du coup, il n'y a pas vraiment de sujet. À chaque fois, c'est quand même plutôt bien fait. Mais c'était une très bonne idée. Bon, cool si je peux contribuer. Et oui, sur la partie idéation, enfin, même pour trouver des titres, etc., c'est quand même assez intéressant. Et tu vois, même tu disais, bon, il y a à boire et à manger. Oui, mais même dans les trucs que tu gardes pas, parfois, ça peut contribuer à des idées autres. Et franchement, là-dessus, sur la partie idéation, c'est quand même vraiment... Tu vois, c'est souvent un truc... j'avais justement une conversation hier avec quelqu'un sur le sujet, avec HubSpot, avec quelqu'un de chez HubSpot sur ce sujet, où je disais, je trouve que le sujet de l'IA est un peu trop surcoté sur la création de contenu, parce que généralement, les contenus IA, enfin générés par IA... Ça dépend ce que tu veux faire. Ok, non mais ok si tu très preneur de se faire challenger, mais souvent aujourd'hui la plupart 80% des gens qui font de la création de contenu par IA, en fait ils font pas beaucoup d'efforts et du coup tu lis le contenu et tu sais que ça a été généré par IA, tu vois. En revanche, je trouve que on parle trop peu de l'IA en back office, sur la partie back office, tu vois, de ce qui n'est pas visible, à savoir idéation ou même
process, notamment vu que je parlais avec HubSpot, sur la partie efficacité commerciale, efficacité marketing, tu vois, directement, ok, en fait, le lead, il est rentré par là, voilà comment je le classifie, voilà le type de contenu que je vais lui envoyer. Tu as un peu cette partie efficacité, on en parle assez peu, alors que là, mais c'est game changer, quoi. Donc, complètement. Tu parlais de l'idéation. Il y a aussi, c'est faire des formules un peu complexes. Par exemple, sur Airtable, ChatGPT, c'est incroyable. Oui. C'est tout un pan de la recherche que Google est en train de perdre. Avant, tu tapais formule G-Sheet pour faire ci, ça 100% dans d'accord. Google. Et maintenant, moi, j'ai le réflexe ChatGPT là-dessus. Ouais. Et j'ai fait des trucs sur Airtable que j'aurais pas réussi à faire sans, on va dire. Donc, il y a ça. Et il y a encore un autre usage. C'est un peu lié à Landbot, je pensais à ça. Mais intégrer ChatGPT dans un Landbot à la fin, ça n'a rien à voir avec Shine, mais je pensais à ce truc-là. Demain, tu veux faire des tests de personnalité, des choses comme ça. Tu as un Landbot qui qualifie 100%. Allez, 50 questions et tu fais un prompt à la fin, sors-lui un profil le psychologique. MBTI, machin. Processcom, machin truc. Ouais. Et ça, je vais pas le faire parce que c'est pas mon truc, mais je pense qu'il y a un gros business là-dessus. Ça marche. Ah non, mais ça marche, c'est certain. Et non, mais 100% d'accord. Et juste avant, tu mentionnais comme use case. Ah mince, j'ai perdu. Les formules dans... Les formules. J'ai tenté d'apprendre du SQL. Je galère. Mais depuis ChatGPT, je me dis, mais à quoi bon apprendre le SQL en fait, ce qui est en plus, il est fait d'une manière où il t'apprend à apprendre. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu vas dire, oui, j'ai besoin de faire ça en SQL, par exemple. Alors, le SQL, c'est ça, et la logique, c'est ça. Donc, je vous propose ce premier bout de code. Toi, généralement, tu vas le copier, ça va pas marcher. Tu vas 100% d'accord. Et tu vas recopier-coller un truc, et après, tu vas l'adapter un peu, et ça va marcher. Et tu vois, typiquement sur le SQL, moi qui avais appris à l'utiliser, mais je sais pas, c'était long. Je prenais beaucoup trop de temps pour faire des trucs assez basiques. Donc je l'ai la logique en fait. Et donc tu vois, même dans la manière dont je prompte le truc, je sais comment prompter pour obtenir une réponse. Voilà. Donc l'un n'empêche pas l'autre, ça va pas remplacer l'apprentissage. Mais c'est vrai que le truc, je mettais 30 minutes à sortir une formule SQL. Maintenant, ça me prend 1 minute 30. Tu vois, donc, c'est vrai que je pense que ChatGPT va bien faciliter la vie un peu des grosses, très opérationnelles. 100%. Dans la partie opération, franchement, c'est vraiment pas mal. Ok, donc vous utilisez quand même l'IA. On utilise l'IA, ouais, on l'utilise. Très bien. Bon, un petit point que je voulais qu'on mentionne, c'était, et tu l'as mentionné vite fait tout à l'heure, on dit souvent que le SEO, c'est gratuit. Je voulais savoir ce que tu en penses. Le SEO, c'est un coût fixe, et il y a quand même un coût d'entretien, on va dire. Produire 1700 articles, c'est un coût. Il faut bien payer ton référenceur aussi, ou ton agence, ou ton prestat que tu as un peu en récurrent toute l'année. Donc, il y a déjà les coûts humains. Tu as les coûts techniques. Souvent, quand tu commences le SEO, ton site, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Il faut faire plein de manipulations techniques. Donc, tu as un coût structurel il faut un développeur pour éditer un sitemap, éditer un robot TXT, ajouter un fil d'Ariane. Enfin bref, avoir un peu un package technique qui tient la route. Et de toute façon, dans la vie du site, tu auras toujours besoin de nouvelles features. Je pense au e-commerce ou au site d'annonces en ligne, par exemple, où tu as des backgrounds techniques qui sont énormes. Donc, tu as un coût de dev SEO aussi, qui est plus ou moins grand si tu as fait du maison, on va dire. C'est quoi votre CMS pardon ? Alors, on a 2 CMS. On a Prismic pour ce qu'on appelle le site marketing, les landings, etc. Et on a, non, Copilot, c'est le nom. On a Dato CMS pour la partie blog. Ok. Plus quelques pages sur HubSpot ? Alors sur HubSpot, on va avoir des réservations de sales ou des choses comme ça. D'accord. Mais à ma connaissance, on n'a pas de page. Ok, même sur le lead magnet, des landing page lead magnet, non ? Pour l'instant, non. Ok. Pour l'instant, non. On intègre, pour ceux qui veulent savoir comment on fait, on intègre il y a plusieurs manières de faire du lead magnet avec HubSpot. La plus connue, c'est le form, le questionnaire, et nous, il est intégré dans un template dans Prismic. Ok. Pour avoir un truc un peu plus visuel, un peu plus shine, avoir un petit peu plus la main dessus, quoi. Ok. Donc non, pas de page HubSpot dédiée, mais oui, on utilise des composants HubSpot. Ok. Je reviens sur le sujet du budget. Est-ce que le SEO c'est gratuit ? Pas gratuit. Donc on est d'accord pour dire que c'est pas gratuit. Et côté netlinking, vous avez un budget dédié chaque année aussi sur cette partie-là ? Alors, le netlinking, c'est vraiment un des gros piliers du référencement quand tu n'es pas connu. Aujourd'hui, une entreprise comme Shine
reçoit des liens tous les jours depuis Ouais, de la presse, de etc. la presse, des sites fintech, même des concurrents. Tout l'univers fintech parle déjà de nous et du coup, moi, j'ai fait aucun effort, entre guillemets, sur ce levier-là. C'est pas du tout à exclure. Euh, Au fur et à mesure que le marché va se tendre, on a de plus en plus de concurrents. Aujourd'hui, nos concurrents en contenu en SEO, ça va être des legal tech, des compta tech, des néobanques, des banques tradis, et ça commence vraiment, vraiment à se resserrer. Beaucoup de gens font du contenu aussi maintenant. Hmm. On a, je dirais pas qu'on a ouvert la voie, mais on fait partie des premiers. Je pense Oui. aussi à CA Propulse, voilà, qui fait du bon contenu depuis longtemps. Mais ouais, c'est pas du tout à exclure. Peut-être en 2025, quand on va avoir moins de leviers d'optimisation, Ouais. quand le Pareto il sera plus du tout bon, on va Oui, dire sur oui. le contenu, qu'on aura retravaillé 10 fois l'article pour être, etc. Peut-être qu'on ira faire du netlinking, c'est une option. Et en plus, vous êtes face à des gens qui, eux aussi, bénéficient d'une marque assez connue. Oui. Donc en fait, le truc, c'est que l'argument de on est connu, donc on a besoin de faire de netlinking, ils se disent probablement la même chose. Mais complètement. Et donc en fait, effectivement, il y a un moment donné où ça risque de devenir aussi un avantage compétitif, le fait d'avoir investi là-dedans. Le netlinking, c'est très intéressant d'en faire quand tu es sur un marché très mature. Quand j'étais chez lelinx.fr, c'était un de nos principaux leviers. C'est un comparateur d'assurance en ligne Ouais. pour comparer son assurance auto. Et c'est des mots-clés qui rapportent énormément chaque jour. Quand la personne tape comparateur assurance auto ou assurance auto, elle rentre dans ton flow et à la fin, tu fais 100, 200 euros de marge quoi, sur le lead. Donc tu avais des enjeux colossaux en référencement parce que toute la rentabilité tenait sur ce référencement-là. Et donc sur des marchés très matures où tu as déjà vraiment optimisé à fond le site, de fond en comble, tu as vraiment poussé les techniques SEO les plus complexes, les plus ardues. Il reste... Les plus shady. Non, pas forcément les plus shady, mais... Non, mais je pose la question. non, généralement, le SEO chez l'annonceur est plutôt riscophobe. Ok. En tout cas, moi, je vous conseille d'embaucher des SEO plutôt riscophobes. Ah non, mais moi, il n'y a pas de black hat ou de machin comme ça, mais bon, je demande. Et ça existe. Oui, ça existe. Mais voilà, on va dire que quand la concurrence et le marché est très mature, netlinking, ça reste un des derniers leviers, en fait, où tu peux faire la différence. Et chez le Lynx, on avait des budgets entre 50 et 100 000 euros par an, par exemple, pour te donner un peu une fourchette de prix. Ouais. Et à la fin, tu ne sais même plus quoi acheter. C'est oui, c'est tellement partout. Tu as fait toutes les plateformes de netlinking. Alors à l'époque, Getfluence, Rocket Link, Linksgarden, etc. Qui existent encore. Qui existent toujours. C'est juste que je n'en fais plus, donc je conditionne un peu le truc. Mais une fois que tu as fait les plateformes, tu passes par des brokers privés. Ouais. Donc ils ont un peu leur propre réseau, ils ont des marchés, des sites. En gros, je sais pas si c'est intéressant qu'on rentre dans le détail du netlinking, mais un lien, plus il est exceptionnel, plus il a de la valeur. C'est-à-dire que si ton site, il fait des liens toutes les semaines à tout le marché, son lien, il est un peu moins intéressant, en tout cas de mon point de vue d'acheteur. L'intérêt avec ces brokers un peu privés, c'est qu'ils ont des réseaux qui sont moins visibles, moins la grande masse, et du coup, tu as des liens intéressants. Et après, tu contactes directement les gens. Tu contactes directement les gens, dis bonjour, je suis Nathan de Lynx, j'aimerais acheter un lien. Est-ce que tu as l'habitude de faire ça? Oui, non, pour en parler. Et on n'achète pas. Et petite anecdote sympa. Vas-y. Pour terminer sur la parenthèse netlinking, pensez aux associations, faire des dons, par exemple. C'est très intéressant parce que souvent, alors il faut le conditionner au fait d'avoir un lien sur une page d'accueil, à un endroit, un petit article sur le site de l'association. Et moi, je sais que j'ai sponsorisé des assos quand j'étais chez le Lynx, de moto, d'auto, etc. Et c'est des bons liens. C'est des liens qui sont assez rares parce qu'il faut faire une démarche, il faut prendre le téléphone en gros. De toute façon, à partir du moment où tu prends le téléphone, généralement, c'est là où tu as des trucs sympas. C'est une bonne anecdote. Et en plus, c'est des choix, je pense que vous pouvez défiscaliser. En plus, ça se défiscalise, je confirme. Très intéressant. Donc voilà. Ok, trop cool. Tu dirais que c'est quoi les erreurs un peu communes que tu observes chez les gens qui investissent beaucoup dans l'organique? L'erreur commune, c'est de ne pas être accompagné, je dirais. C'est de penser qu'on peut le faire un peu tout seul et que de toute façon, en plus, les sites sont bien faits. Il y a tout un univers, tout un tas de data qui ont été créés autour du netlinking. Le nombre de domaines référents, est-ce que s'il y a du trafic, pas de domaine trafic. rating. Et on peut vite un peu se faire avoir un peu par l'enveloppe de tout ça. Et surtout, le plus gros danger, c'est qu'il y a énormément de liens qui sont surévalués.
Et je pourrais même en parler au travers de mon projet perso. J'en ai vendu. En fait, moi, j'ai la casquette acheteur et j'ai aussi la casquette vendeur, puisque je connaissais bien ce milieu de l'achat du lien. Il y a vraiment des liens qui sont surcotés. Et du coup, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un pour les acheter, pour éviter d'acheter des trucs trop hors de prix. C'est ça qui me fait un peu mal aussi dans ce milieu, c'est que quand même, c'est très dur d'évaluer le rendement de ton lien. C'est très dur de dire ah bah parce que j'ai acheté 15 000 € le lien en juillet et bah je suis passé premier. Bon, si t'es passé deuxième à premier, c'est peut-être le lien, mais c'est peut-être aussi parce que X ou Y raison t'es passé premier. Donc c'est difficile à justifier. C'est juste que les acteurs matures ont l'habitude et c'est dans leur bonne pratique d'acheter du lien. Ils préfèrent ne pas prendre ils préfèrent prendre le risque de perdre un petit peu de budget sur du lien plutôt que de pas dépenser du lien et avoir des résultats négatifs plus tard. Je sais pas si c'était très clair, mais... C'était très clair, c'était très clair. Ok. Mais ouais, être accompagné, donc souvent maintenant, tu as des chargés de compte sur les plateformes. Ouais. C'est pas mal. Et sinon, bah, ton Presta SEO, hein, tout simplement, ou ton site. Ah ben je suis 100% d'accord, le Presta SEO, c'est censé être son travail. Il est capable de faire du très bon boulot, je peux le confirmer. Ouais. Donc okay. Voilà, ouais. Ok. Tu as mentionné rapidement le side business, j'aimerais qu'on termine là-dessus. Donc toi, tu as un side business à côté de Shine, sur lequel tu fais beaucoup de SEO, évidemment. Je fais que ça. Voilà, tu capitalises sur tes forces. Ouais. Et tu fais aussi beaucoup d'affiliation. Ouais. Je te mentionnais en off juste avant, donc là je vais en placer une pour Malek. Malek, je t'enverrai cet épisode. Donc Malek qui est un client à moi. Est-ce que l'affiliation c'est fini ? Moi, je pense que l'affiliation, ça sera jamais fini parce que c'est un des channels les plus rentables pour une boîte. C'est assez facile de faire de l'affiliation quand tu as un bon produit, évidemment. Je parlerai peut-être du côté éditeur. Quand nous, on fait la promotion de marque, qu'est-ce qu'on regarde ? Pourquoi on choisit tel annonceur plutôt qu'un autre ? Souvent, c'est la marque. Souvent, c'est les prix. Souvent, c'est l'expérience client. Est-ce que le e-commerce, il a une version mobile qui est bien ? Tout ce qui va nous permettre d'améliorer le nombre de conversions en fait, derrière et in fine notre business. Mais ouais, ça va être projet affiliation. Moi, j'ai commencé par l'affiliation avant même le SEO. J'ai découvert l'affiliation avec AliExpress à l'époque, en 2015. Donc, moi, j'ai toujours fait des side projets avec des potes, en gros. Donc, c'était un autre. Il y a deux potes dans l'histoire, un avec AliExpress et celui avec qui je fais ça aujourd'hui. On a découvert AliExpress parce qu'on s'amusait à acheter, enfin surtout lui, s'amusait à acheter des montres, des choses, et à les revendre au lycée ou des choses comme ça. On a découvert un peu tout ce monde du e-com chinois à ce moment-là, et on a découvert, comme par magie, le Affiliate AliExpress Programme, où on touchait 15% sur tout ce qu'on vendait. Et là, c'était incroyable. Et du coup, on a commencé à regarder un peu. Moi, j'étais très réseaux sociaux. Donc, on a regardé des groupes d'entraide, etc. Et c'est un pur hasard. J'avais pas du tout conscientisé la chose à l'époque. Mais le problème des e-commerce chinois de l'époque, c'est que tu ne savais pas si tu allais recevoir le produit. Tu ne savais pas à quoi t'attendre sur la qualité du produit entre la photo et ce que tu recevais. Tout un tas de trucs qui faisaient que AliExpress était vraiment rigolo à l'époque. C'était pas cher et tu avais vraiment ce système un peu de surprise. Mais du coup, tu avais des groupes Facebook qui s'étaient fermés sur quels sont les bons vendeurs ? Quels sont les vendeurs de confiance ? Et aujourd'hui, tout le monde connaît Shein, par exemple. Shein, à la base, c'est une boutique AliExpress. Et ça faisait partie des boutiques de confiance que nous, on recommandait. Donc, on arrive sur ces groupes Facebook-là. Il y a 5000. Allez, je pense que quand on arrive sur le gros groupe Facebook de l'époque, on est 10 000. Et on spam, en fait. En plus, un peu grossièrement, quoi. Vraiment, aucun recul. C'est assez primaire comme tactique. C'est trop sympa, ce t-shirt Mickey, vendeur fiable, avec le lien affilié, etc. Et en temps réel, on voyait dans notre dashboard des affiliations, etc. Et on a fait ça pendant 1 an. Le groupe a énormément grossi. Il est passé de 5000 à 200 000. Sauf que ce n'était pas notre groupe. Donc, grosse erreur. C'était cette erreur de ne pas avoir compris que 5000 personnes sur un groupe, c'est pas beaucoup. Il aurait fallu qu'on crée notre groupe, etc. Mais voilà, au bout d'1 an, la personne nous a jarté, évidemment. Pour la petite histoire, c'était énorme. Nous, on arrivait à se générer chacun un SMIC, par exemple, d'affiliation, alors qu'on est étudiant, etc. Donc, c'était énorme. Et en fait, on partageait les bénéfices avec la propriétaire du groupe, qui était une dame âgée, jusqu'au jour où sa fille a repris le truc et a dit bon les gars on peut le faire nous-mêmes en fait. Elles ont compris qu'il y avait le programme d'affiliation et qu'on était un peu parasites et on était arrivé à un stade où on connaissait exactement ce que les gens voulaient acheter et il y avait des publications tous les jours préprogrammées dans les groupes Facebook pour faire le truc.
Donc c'était pas mal, c'était la première expérience avec l'affiliation. En parallèle, on a fait nos premiers sites, parce qu'on s'est dit, bah attends, on peut aussi le faire en ligne, quoi. Donc on avait le pendant du groupe Facebook en ligne, c'était vraiment notre site pour le coup. Et pareil, des articles, est-ce que je peux acheter du AliExpress au Maroc ou des choses comme ça, comment acheter tel produit sur AliExpress. Ça marchait moins, on n'était pas du tout dans le référencement à ce moment-là, mais on a appris à faire des sites web, on a commencé à comprendre un peu cette logique, on commençait à suivre, sachant qu'on vient pas du tout du marketing à la base. Moi, j'ai fait des études d'éco qui n'ont absolument rien à voir à la fac, donc j'avais pas du tout ce mindset business forcément, j'étais plus, ok, cool, un peu revenu passif et un peu galvanisé par le fait que il y ait, entre guillemets, rien à faire. Pas de service après-vente, pas de produit, pas de problème. Et donc là, on commence à faire des sites, on gravite autour de personnes. Moi, je suis originaire de la ville de Caen. Il y avait une assoce un peu digitale et on commence à traîner un peu dans ce milieu-là. Et on commence à faire des sites de niche MFA, donc Made for Amazon. C'est des sites uniquement dédiés pour faire de l'affiliation avec Amazon. Je vois ce que c'est. Ouais. Et donc ça, c'était la deuxième grande découverte dans l'affiliation. Ouais, AliExpress, bon, cool, mais ils nous payent très très tard, c'est en dollars, ça reste encore un peu obscur. Là, c'est Amazon, c'est du sérieux, et surtout, on renvoie vers des bons produits. Et à l'époque, ce qui se faisait beaucoup en référencement, c'est si tu veux être très très bon, il faut que tu sois ultra niché. Donc, on a fait des sites sur comment choisir sa plancha, comment choisir son Kukuno Baby. On a fait tout un tas de sites comme ça, un peu incroyables, et on arrivait à se positionner premier sur plancha, premier sur Kukuno Baby, des choses comme ça. Et on faisait de l'affiliation. Et alors, du coup, c'était un peu bizarre parce qu'on avait un rythme très. Tu fais un post dans le groupe Facebook, tu as des lignes d'affiliation qui s'affichent. Et là, on était sur une logique qui nous paraissait incroyable à l'époque. C'était attends, j'ai fini mon article, là, j'ai fini mon comparatif. Et tous les 3 jours, je touche 5% sur une plancha à 500 euros. C'est incroyable. On va faire plein de sites. Donc voilà, on a fait. Moi, j'ai appris mon métier comme ça, en faisant des sites d'affiliation. Et après, ça, c'était des petits trucs. J'ai encore quelques sites, la plupart ont été revendus depuis. Mais après, je me suis dit, non, il faut aller sur une thématique. En fait, quand je suis arrivé chez le Lynx, du coup, auto, moto, on faisait de l'habitation aussi. Et je voyais un peu le marché de la moto. Je me dis, mais il n'y a pas de concurrence. Il y a des médias moto, mais ils sont très anciens, etc. Et ben, on va faire un site qui s'appelle Monsieur Moto. Alors aujourd'hui, on ne travaille plus du tout dessus. Allez voir les stats, ça fait peur. Mais disons qu'il a duré 5 ans. Il a bien marché pendant 5 ans. Et en fait, l'idée, c'était à la place de s'embêter à faire un site par produit, etc., on va faire un site thématique uniquement sur la moto, un média. Je mets entre guillemets média parce que moi, j'y connais rien à la moto. C'est mon associé qui était plutôt motard. Et ouais, très naïf, on écrit tous nos premiers contenus à la main, ils sont horribles. On n'a pas encore ce truc de branding. Toute la partie qualité, en fait, moi, je l'ai appris chez Shine. J'ai vu la puissance d'un bon branding en arrivant chez Shine, d'un bon contenu. À l'époque, j'étais vraiment plus pirate. En fait, je traînais que avec des gens dont c'était la philosophie où il fallait faire le moins d'efforts possible pour le maximum de rendement. Et j'étais persuadé que c'était le truc à faire. Donc, on avait des contenus pas vraiment qualitatifs. On les a améliorés un petit peu avec le temps. Mais ouais, Monsieur Moto, on fait 60 articles. On voit que ça marche pas trop. Et c'était la première fois qu'on switchait sur une affiliation encore plus précise. On avait un seul partenaire en affiliation. En l'occurrence, je peux le citer, c'est Moto Blues, qui est un énorme e-commerce moto assez bon en digital. Et eux, ils offraient 10%. 10% sur l'équipement moto. Et j'étais en mode, waouh, attends, mais sur un casque à 500 euros, tu prends 50 euros comme ça. Et donc, on fait nos 60 articles, pas trop de perf. On se positionne sur des mots-clés pas intéressants. Je vois pas de business. Et on était un peu sur le point d'abandonner. Et là, je vais dans ma régie Quanco, en l'occurrence. Et là, je vois 80 euros une vente. Donc, on a touché 80 euros d'affiliation. Donc, on a vendu pour 800 euros de panier moyen. Une vente, etc. Et je regarde un peu la seule page qui s'est positionnée. C'était un truc sur les gants chauffants. Et c'était une manière d'anglais qui était très spécifique. C'était le top 3 des meilleurs gants chauffants en moto. Et là, on s'est dit, ok, on va faire tous les produits. Donc, on va sur Moto Blues, on déroule le méga menu et on fait tous les produits. Meilleur casque moto silencieux, moto. En bref, un comparatif dédié pour tous les produits. Je pense qu'on en a fait au moins 400, avec pas mal d'éditos aussi en plus. Et là, ça a été un peu l'âge d'or en 2022, jusqu'à aujourd'hui, quoi. On a fait pas mal d'affis là-dessus. C'était le gros side projet.
Ouais. a pris fin un peu aujourd'hui parce que j'ai juste plus le temps en fait. Ouais, ok. Non, mais c'est intéressant, c'est une histoire intéressante. Et puis, ça montre aussi un peu la logique et les différentes étapes par lesquelles tu es passé. Tu dirais que c'est quoi le challenge numéro 1 de l'affiliation? L'affiliation, bah, c'est avoir du trafic qualifié, quoi, tout simplement. Le SEO, c'est pas mal pour vendre de l'équipement moto, par exemple. Mais demain, tu veux vendre de l'affiliation sur HubSpot, tu veux vendre, il y a les affiliations un peu récurrentes, des affiliations logicielles, ça rapporte énormément. Bah, il faut être un petit peu, enfin, vaut mieux faire des podcasts, être influenceur, faire du contenu pas en masse, mais beaucoup plus niché. En fait, ça dépend ce que tu veux faire, quoi. Donc, j'ai pas très bien répondu à Non, ta mais si, question, mais... non, mais si, ça va très bien. Ok. En fait, en fonction de ton persona, de qui tu cibles, tu dois trouver le bon médium. Oui. Tu veux vendre... Alors, mais c'est pas vraiment de l'affiliation, mais tu veux faire de l'affiliation avec, je sais pas moi, de la rénovation d'intérieur. EMEA, ce genre de choses, EasyBudF. Pinterest, c'est pas mal. Tu vas générer 4500 images d'inspiration avec un lien toujours vers EMEA, avec une affiliation. Et tu vas prendre 10% sur un chantier à 15 000. Enfin, j'exagère, ce sera pas à 10%. Oui. Mais c'est intéressant. Oui, mais même si c'est moins, c'est intéressant. Ouais. Par exemple, sur le scooter électrique, on en a fait pas mal à un moment. On était premier sur meilleur scooter électrique. C'est des super affiliations parce qu'il y a des scooters électriques qui coûtent 15 000 balles. Nous, on avait négocié 3%, je crois, à l'époque. Ouais, c'est hyper intéressant. Le SEO, c'est pas mal. On voyait des ventes une fois ou deux par mois. Mais je pense que le meilleur médium, ça va être la vidéo YouTube. Donc, il faut vraiment corréler ce que veut ta cible à ce que tu vends. Et généralement, plus le produit est complexe, plus le produit a un impact financier, j'ai envie de dire, presque sur la personne, plus il va falloir travailler sur l'expérience, donner YouTube, du bon. Ouais. Tu vois, c'est ce que tu décris. Bon, de mon côté, j'utilise souvent un framework que j'appelle le CTVP, donc c'est Channel Target Value Proposition, où en gros je dis, mais en fait, le vrai enjeu de n'importe quelle stratégie go-to-market, c'est identifier le bon canal pour toucher la bonne audience avec la bonne proposition de valeur. C'est exactement ce que tu viens de citer, c'est-à-dire que, en fait, en fonction de ta target et du sujet, en fait, il va y avoir le bon canal approprié. Et un autre truc aussi que tu as mentionné juste avant, qui est pour moi très lié à la proposition de valeur, c'est l'angle par lequel en fait, tu vas prendre le sujet. Tu vois, top 3 des gants versus autre chose au sujet des gants. En fait, tu as traité exactement le même sujet dans les deux cas, mais il y a un angle qui a converti et l'autre non, en fait. C'est ça. Et en plus, plus tu travailles tes angles, plus tu prends le temps de comprendre. Ça, vraiment, le SEO, c'est du marketing. Souvent, le débat, est-ce que c'est du technique? Oui, il y a du technique, mais c'est du marketing. Il faut comprendre la personne fondamentalement. Et par exemple, entre top 5 des meilleurs gants chauffants et meilleur casque moto, pareil, c'est pas forcément la même manière de faire. Sur du casque moto, il y a une notion d'inspiration. Je fais de la couleur, je veux des modèles, des formes différentes. Donc, ce qui va être à privilégier, c'est plutôt top 30. Parce que, en fait, le mec s'en fiche de ce que tu écris. Il regarde les photos, j'aime pas. Tu fais un petit résumé. Bon, ça, on l'a pas forcément fait sur Monsieur Moto, mais tout ça, je le comprends un peu plus après. Il y a vraiment des grosses subtilités qui font que tu peux passer devant tout le monde parce que tu as le bon format. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Ok. Je ferme cette parenthèse side business. Dernière question, c'est quoi tes prochains challenges, les prochains challenges de Shine? Les prochains challenges de Shine, ça va être de produire tous ces lead magnets, de faire en sorte que ça soit bien harmonisé. Il y a quand même beaucoup de boulot. Quand tu produis un lead magnet, tu dois faire la LP, faire le HubSpot, bien communiquer sur le nurturing, bien diffuser. Donc il y a ça qui est un énorme sujet. Il y a la partie mise à jour des contenus. Forcément, quand tu crées beaucoup de contenus, il faut les mettre à jour. On est sur une niche qui change énormément, fiscale, juridique, etc. Donc il faut toujours s'assurer que tes contenus soient à jour. D'ailleurs, c'est un vrai critère de classement aujourd'hui, hein. Le fait d'avoir des contenus à jour. Vraiment, il ne faut pas sous-estimer la part de budget que tu vas mettre dans l'allocation de ressources pour mettre à jour. Nous, on a une personne pas à plein temps, mais une des deux content managers fait ça super bien. Et donc, ces deux gros challenges-là, il y a plein d'autres challenges, mais sur Shine, on va dire que c'est ça, les deux gros challenges. Et en perso, rien à voir. Moi, j'aime bien maintenant sortir du scope. En fait, je suis arrivé quand même dans ce monde du marketing avec une casquette plus entrepreneur, mais quand même, mine de rien. Avec Monsieur Moto, on a fait beaucoup de partenariats, on n'a pas vendu que de l'affiliation, on a vendu plein de choses. Et donc revenir à une logique plus produit, moi, alors, c'est vraiment en mode side projet, mais j'aimerais bien créer plus un produit aujourd'hui. D'accord. Avec Landbot, par exemple,
sur des thématiques, un peu des mini-SaaS ultra précis. Ok. Et aujourd'hui, je travaille un peu un proto pour... je peux pas trop parler de mon idée, mais... L'épisode sort dans quelques mois, tu veux même pas en parler Quand est-ce qu'il sera prêt? Non, mais l'idée, c'est de mieux qualifier des devis Ok. pour faciliter un petit peu la gestion de prise de devis des sociétés Ok. et avoir tout un système d'automatisation. Tu reçois ton devis sur un WhatsApp D'accord. avec un prix estimatif de ce que la personne a rempli, parce qu'aujourd'hui, tu arrives sur le gros site de plomberie de ta région, tu as un form WordPress, tu écris n'importe quoi dedans, et du coup, l'artisan, il a un bloc de texte, il doit décrypter un peu tout ce que tu as. L'idée, c'est de venir qualifier, structurer ce devis-là, créer un petit peu proposer un prix, en fait, avant même que l'artisan ait répondu à la personne. Donc, tout un système où tu as un landbot, en gros, tu poses plein de questions par rapport à un persona. Par exemple, j'ai mon persona électricien, je posais que des questions en rapport avec ce persona-là. Et l'électricien, il reçoit en direct sur son téléphone, tu vois, son devis, en mode « Ah, cool, putain, j'ai un devis à 50 000, là, je vais peut-être le rappeler rapidement. Il s'appelle Y, il veut ça. Bref, les infos de base. » Ok. Puis, avec le devis, il va dans une base de données, tu as un rapport tous les mois, tu peux faire des stats aussi sur tes devis. C'est quoi en moyenne combien coûte un devis, quel est le prix moyen des devis qu'on te fait. Bref, ça te permettra de structurer mieux la demande des clients et d'y répondre. Voilà. Ok. Je sais pas du tout si ça va aboutir, mais j'aimerais bien faire. Ok. Non mais je comprends bien. Et t'as déjà un nom? J'ai aucun nom. Ok, donc on peut même pas envoyer là les auditeurs, on peut même pas les envoyer sur ton site quoi. Pas du tout. Et en plus, pour le coup, j'ai vraiment... Alors c'est aussi parce que moi, ça me fait vraiment... Je suis très curieux de base, j'aime beaucoup bidouiller, j'ai toujours besoin d'avoir un peu un side projet, sachant qu'aujourd'hui je suis salarié, j'ai très peu de temps finalement. Donc faire référencement que du contenu en side projet, c'était quelque chose que j'avais envie de changer. Donc l'aspect produit, non, aujourd'hui je l'ai pas, et en plus j'ai prévu de le monétiser vraiment pas du tout en mode... logiciel, genre c'est vraiment en mode téléphone, salut, j'ai cette solution, j'ai tel client, est-ce que tu veux? Il y aura une landing page, mais je te tiendrai au courant quand carrément. il y aura un début de choses. Je commence par les traiteurs, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, très bien. Si vous êtes traiteur, dans mon audience j'ai très peu de traiteurs, je tiens à le préciser. Ah oui, non, je sais, mais c'est parce que j'ai une très bonne amie qui est traiteur, et je me suis dit, quitte à développer un truc, au moins ça servira à quelqu'un si j'abandonne. Clairement. Un premier use case. Un premier use case. Super. Top. Et merci Nathan. Merci, merci d'avoir partagé tout ça. Merci à toutes les personnes qui écoutent encore l'épisode maintenant. Vous êtes encore là. C'est super. Merci beaucoup. Nathan, on te retrouve pour les personnes qui souhaitent te contacter. C'est sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Ok. Nickel. Sur LinkedIn, tout simplement. Super. Je réponds à tous les messages. Et je confirme, c'est comme ça que moi je t'ai écrit et tu m'as répondu. Donc voilà. C'est vrai. Merci encore à toi, merci aux personnes qui nous écoutent et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!